8h34, Jordan Bardella, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président du Rassemblement national, député européen. Jordan Bardella, nous allons parler du voile et de la laïcité parce que ce débat occupe, on peut le déplorer ou pas, mais dans tous les cas, ce débat occupe la société française et les médias, c'est le moins qu'on puisse dire, mais vous l'avez mis aussi au cœur du débat, hein, Jordan Bardella. Bon, et vous l'assumez, très bien. Jordan Bardella, hier, le président de la République nous a dit à propos du voile dans l'espace public, ce n'est pas mon affaire, sous-entendu, ce n'est pas l'affaire de l'État. Ce n'est pas l'affaire de l'État. Vous demandez, vous, au Rassemblement national, l'interdiction du voile ou du foulard dans l'espace public. Espace public, je résume, ça veut dire quoi? Ça veut dire la rue, les terrasses de café, les magasins, les grandes surfaces, enfin bon, etc., etc. Lorsqu'on est chef de l'État, on ne peut pas se défausser de ses responsabilités. Je crois que le voile, c'est l'affaire de tous, parce que c'est aujourd'hui un fait de société majeur qui cache derrière lui, derrière ce signe, non plus seulement religieux, mais politique, communautariste, un phénomène beaucoup plus global, qui est celui d'abord de l'immigration massive dans notre pays, et du poids que représente aujourd'hui le fondamentalisme islamiste et l'islamisme d'une manière générale. Alors si le voile n'est pas son affaire, parce qu'il concerne la sphère publique, à ce moment-là, la burqa, ce n'est pas non plus son affaire. À ce moment-là, le burkini, ce n'est pas non plus son affaire. À ce moment-là, les prières de rue, ce n'est pas seulement son affaire. Jordan Bardella, pardon, vous faites une comparaison qui est fausse pour une raison toute simple. Je ne prends pas parti, mais simplement, aujourd'hui, la burqa, d'abord, n'existe pas en France, pratiquement pas. C'est le niqab. Elle existe, parce que la loi n'est pas appliquée. Non, mais attendez. D'abord, la burqa, c'est afghan. Et vous avez vu des burqas en France souvent? Oui, j'en ai vu. Moi, je parle du niqab, qui est le voile intégral. Le vu. voile intégral est interdit dans l'espace public, vous le savez très bien, depuis la loi de 2010. Depuis la loi de 2010. Bon, donc c'est interdit par la loi. Le voile ou le foulard dans l'espace public n'est pas interdit par la loi. C'est ce que vous souhaitez interdire, si j'ai bien compris. Nous souhaitons l'élargissement de la loi de 2004, qui prohibe aujourd'hui, et depuis maintenant un certain nombre d'années, les signes ostentatoires à l'école. Nous souhaitons l'élargissement de ces lois de manière progressive. Dans la rue. D'abord aux bâtiments publics et aux administrations, à l'entreprise, en donnant aux chefs d'entreprise les outils juridiques, parce que eux aussi sont confrontés à des revendications politico-religieuses dans l'entreprise auxquelles ils n'arrivent plus à faire face. Et évidemment, demain, à l'ensemble de la sphère publique, parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Donc dans la rue, il y a 30 ou 40 ans dans notre pays, de la sphère publique. Il y a 30 ou 40 ans dans notre pays, le voile n'existait pas. La religion est une opinion. Or, moi, ce que je demande, c'est que parfois certaines opinions relèvent de la sphère privée. Parce que nous sommes une république laïque. Parce que le voile est aujourd'hui un signe ostentatoire qui renvoie la femme à des considérations qui ne sont pas celles de la France et qui ne sont pas celles de la République française. Moi, j'ai entendu, il y a quelques jours, dans Marianne, j'ai lu dans Marianne l'appel de 101 femmes musulmanes qui nous expliquent que le voile est désormais un signe ostentatoire d'une compréhension rétrograde, obscurantiste et sexiste du Coran, et elles disent voiler les femmes, c'est stigmatiser leur présence dans l'espace public. Alors moi je dis que face aujourd'hui à un taux de communautarisation extrême de la société française, vous me disiez, avez-vous vu des burqas? Oui, j'en ai vu parce que moi j'ai grandi en Seine-Saint-Denis et j'ai vu beaucoup de policiers. Et moi j'ai brandir les quartiers. Mais je ne brandis pas les quartiers, je vous dis que j'en viens. De burqas. Et que j'ai vu beaucoup effectivement de burqas. Qu'est-ce que la burqa? Policiers. C'est quoi la burqa? Et de policiers. C'est quoi la burqa? C'est quoi la burqa? Vous me demandez c'est quoi la burqa, Jean-Jacques Bourdin? C'est quoi? Non mais on ne va pas jouer au quiz. Mais c'est pas une question de quiz. Vous me dites que vous avez vu des burqas. Oui, j'ai vu. Moi je veux bien. Alors c'est quoi la burqa? C'est quoi un voile? Non mais à ce jeu-là, on peut aller très très loin. Vous ne savez pas ce que c'est que la burqa? Si, je sais très bien. Je sais que c'est une importation d'une culture effectivement afghane qui n'est pas dans la culture française et qui fait qu'aujourd'hui on dissimule son visage. Comment ça se présente la burqa? Quelle est la spécificité de la burqa? Mais on peut débattre de ces sujets pendant des heures et des heures. Parce que vous ne le savez pas. Moi, ce qui m'importe. Vous parlez de ce que vous ne savez pas. Bien sûr que je le sais. Bien sûr que je le sais. Mais ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que la loi de la République n'est plus appliquée et que aujourd'hui les policiers dans les quartiers n'osent même plus faire respecter la loi anti-burqa parce que sinon c'est une émeute qui est déclenchée dans la minute. Alors, je dis qu'aujourd'hui la République est en train de plier face à des revendications politico-religieuses, qu'elle est en train de plier face au fondamentalisme islamiste et que la seule solution viable aujourd'hui, c'est de faire respecter la laïcité et d'étendre la loi 2004 à l'ensemble de la sphère publique.
Et je crois que c'est une revendication majoritaire de nos compatriotes. Il y en a d'ailleurs 66% qui souhaitent que dans l'ensemble des sorties scolaires, cette loi de 2004 soit également étendue. Nous sommes passés de la burqa qui ne ressemble pas au niqab. Vous ne savez pas faire la différence. Faites pas semblant de ne pas comprendre, Monsieur Bourdin. Mais c'est vous qui ne comprenez pas. Faites pas semblant de ne pas comprendre, Monsieur Bourdin. Attendez, parce que sur ces choses-là, il faut savoir de quoi on parle. Le burqa et la niqab, vous ne connaissez pas la différence. Vous faites la liaison rapide, le lien rapide entre la loi... Attendez. Laissez-moi terminer. Entre la loi de 2010 qui interdit effectivement le voile intégral dans l'espace public, avec les sorties scolaires, le foulard et le voile, avec aussi le voile et le foulard dans la rue, l'interdiction dans la rue. Donc vous mélangez absolument tout. Vous savez ce que nous allons faire ? Je ne mélange pas, écoutez bien. Nous allons écouter le président de la République. C'était le 15 avril 2018 et je lui parlais du voile dans l'espace public. Écoutons ce que disait Emmanuel Macron sur RMC et BFM TV. Mais le sujet du voile est très important aujourd'hui. Il a pris un tour très particulier et c'est pas vrai que ce soit la laïcité qui consisterait à dire on va interdire partout le voile. Est-ce que moi je suis heureux quand je vois une femme voilée? Quand vous croisez une femme voilée, quel est votre sentiment? Je la respecte. Mais je veux être sûr d'une chose, c'est que c'est son choix. Et c'est pour ça que je n'ai pas une réponse univoque sur ce point. Mais pourquoi cela nous insécurise, ce voile? C'est que ça n'est pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. C'est-à-dire au rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes dans notre pays. Nous sommes attachés à cette égalité entre l'homme et la femme. Mais je ne veux pas faire une loi qui l'interdise dans la rue parce que ce serait contre-productif. Par contre, ce dont je veux être sûr, c'est qu'aucune femme ne soit obligée de le porter. Et ça, c'est la clé de la bataille qui est la nôtre. Mais la bataille culturelle et même la bataille culturelle, on l'a déjà perdue. En fait, il nous dit la même chose que Jean-Michel Blanquer. Il nous dit le voile n'est pas souhaitable. Mais plutôt que d'abdiquer, plutôt que de se soumettre à des revendications aujourd'hui qui ne sont plus seulement religieuses, mais qui sont des revendications politiques, eh bien qu'ils légifèrent, eh bien qu'ils prennent des mesures, eh bien qu'ils mettent en place une loi. Vous me dites, je ne connais pas la différence entre le niqab, machin. Le voile intégral, non mais le voile intégral, qu'il soit noir, bleu marine, qu'il vienne du Pakistan ou d'Afghanistan, c'est un signe d'oppression et de régression de la femme. Et je considère que c'est aujourd'hui la même chose pour le voile. Parce que vous avez des dizaines de pays aujourd'hui dans le monde où des femmes se battent pour retirer le voile. Que ce soit en Iran, que ce soit en Afghanistan et d'un certain nombre d'autres pays de culture arabe, de culture musulmane. Là-bas, on se bat pour retirer le voile. Et chez nous, il y a des femmes qui se battent pour pouvoir le porter aujourd'hui. Et bien souvent, elles sont obligées de le mettre. Parce que dans beaucoup de quartiers, oui, vous me dites les quartiers populaires, oui, moi j'en viens de Seine-Saint-Denis, et oui, moi j'ai grandi à Saint-Denis. Et j'ai aussi vu beaucoup de femmes se voir imposer ce vêtement parce que la pression sociale, parce que la pression politique qui était exercée dans les quartiers fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire autrement que de l'interdire. Il y a une étude qui est parue il y a quelques jours et cette semaine dans Le Point. Et dans Le Point, on évoque aujourd'hui la situation du communautarisme à l'école. Et vous avez aujourd'hui un tiers des professeurs qui s'auto-censurent dans la manière de faire cours par peur de créer une émeute dans la classe. Vous avez aujourd'hui vous avez aujourd'hui des petites filles qui retirent leur voile ou qui ne veulent pas s'afficher sur la photo de classe parce que s'afficher sur la photo de classe c'est devoir retirer son voile. Et les parents disent aux enfants, eh bien je ne veux pas ma fille que tu ailles sur la photo de classe parce que si tu vas sur la photo de classe, tes autres petits camarades de classe vont te voir sans voile. Et ça je ne le souhaite pas. Et ça c'est rapporté, et ça c'est des faits extrêmement concrets. Il y a eu 900 atteintes à la laïcité qui ont été signalées entre avril et juin 2019, c'est-à-dire en 3 mois. Vous avez des parents qui tapent aujourd'hui des scandales dans les classes d'école parce qu'on a fait manger de la viande qui n'était pas halal à leurs enfants. Donc soit effectivement on considère que on a perdu la bataille, soit on considère que eux ont gagné et que l'islamisme a gagné la bataille, soit on décide de remettre un petit peu d'ordre. Et moi je dis que l'État il a aujourd'hui abdiqué et donc il faut faire respecter la laïcité, il faut étendre l'interdiction du voile à l'ensemble de la sphère publique, il faut prohiber l'abattage rituel au nom de la dignité animale parce que sinon on ne s'en sortira pas. Et plutôt que de dire ce n'est pas souhaitable mais je ne fais rien, moi je dis le voile n'est pas souhaitable mais il faut prendre des mesures, il faut légiférer. Bien, je vous ai laissé parler. Je vais vous poser une question toute simple. Dans quel pays au monde le voile est interdit dans la rue ?
Dans quel pays au monde le voile est interdit dans la rue? Oui, ce que vous voulez faire, interdire en France. Mais dans quel pays au monde? Ce qui m'importe, non mais je vous pose une question. Vous posez toujours des questions qui sont je vous pose des questions dérisoires. Mais c'est pas dérisoire. Vous voyez c'est ces une femmes connaissance. iraniennes. C'est une connaissance vous du voyez monde et de notre monde qui nous entoure. Mais moi, le monde qui un regard purement politicien, purement électoraliste. Monsieur Bourdin, le monde qui Jordan Bardella. Quel est le pays qui a instauré le voile? Le monde. Quel est le pays qui a instauré l'interdiction du voile? Monsieur Bourdin, qui a voté une loi interdisant le voile? Le seul pays. Monsieur Bourdin, le monde qui m'a entouré, c'est la cité des Francs-Moisins à Saint-Denis. Le monde qui m'a entouré, c'est la ville de Saint-Denis. Le monde qui m'a entouré, c'est le département de la Seine-Saint-Denis. Et croyez-moi, j'ai pas besoin de leçons de sciences politiques. Mais c'est pas des leçons de sciences politiques. J'ai pas besoin de leçons de sciences politiques pour voir cette réalité, parce que moi, je l'ai vécu au quotidien et que j'ai vu cette partition de la société française qui est aujourd'hui en train de s'exercer et que décrivent aujourd'hui tout le monde, des gens de droite, de gauche, Monsieur Keppel que vous avez reçu sur votre plateau, qui décrit la partition de la société française. Vous me faites sourire, vous, au Rassemblement national. Pourquoi? Monsieur Keppel que vous avez vilipendé parce qu'il était une fois face à moi, à tel point que ça entraînait Marine Le Pen à diffuser. Oui, d'accord. Parce qu'il a comparé le Rassemblement national à Daesh. Vous êtes extraordinaire. Aujourd'hui, vous faites référence à Monsieur Keppel. Mais c'est très bien. Il a fait ce constat. Il a fait ce constat, oui ou non? Dites-moi, Jordan. Il a fait ce constat, Monsieur Bourdin, oui ou non? Je vous pose la question. Dites-moi, est-ce que vous êtes pour l'interdiction du voile et du foulard dans la rue? Donc on est bien d'accord. Interdiction du port de la djellaba dans la rue, c'est un signe communautariste. On est bien d'accord. C'est un signe culturel. Le voile est un signe cultuel. Et la religion est une opinion. D'un turban. Un sikh ne pourra plus porter son turban. Mais pardon, mais la loi de 2004, elle existe. Un juif ne pourra plus porter une kippa dans la rue. Je vous pose la question, oui ou non? Monsieur Bourdin, il s'agit d'interdire aujourd'hui les signes religieux ostentatoires. Bon, une kippa. Les petites croix ou les étoiles de David ne sont pas des signes religieux ostentatoires. Je parle d'une kippa. Le voile est un signe religieux ostentatoire. La kippa est un signe religieux ostentatoire. Donc qui interdiction. Est interdit aujourd'hui à l'école, comme le prévoit la loi de 2004. Interdiction dans la rue. Je dis que si nous interdisons le voile, alors il faut demander un effort à nos compatriotes de confession juive. Maintenant, il faut être très clair, c'est pas la kippa qui pose problème dans la rue. Ce n'est pas la kippa qui pose problème aujourd'hui dans un certain nombre de territoires. Et bien souvent, nos compatriotes de confession juive sont eux-mêmes obligés de fuir ces quartiers et ces banlieues parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Mais Jordan Bardella, que dit la loi de 1905? Elle dit que la laïcité protège la liberté de conscience et la libre expression des cultes. La liberté de conscience, la liberté de vivre comme on l'entend, de s'habiller comme on l'entend dans la rue. Je ne parle pas des services publics, je parle de la rue. Alors à ce moment-là, feu vert pour la burqa. Mais à ce moment-là, feu vert pour le voile intégral. Pour des raisons de sécurité. Monsieur Bourdin. La burqa, je ne vais pas parler de burqa parce que ça n'existe pas en France, pratiquement pas. Le niqab, pour des raisons de sécurité, on a interdit le niqab. Pour des raisons de sécurité, vous le savez très bien. La laïcité, c'est la neutralité de l'État vis-à-vis des religions. Vous savez, Victor Hugo disait, vous savez que la liberté chez elle ne peut être restreinte chez lui. Vous savez que la liberté ne peut être restreinte qu'au nom de la sécurité publique. Mais la religion, Monsieur Bourdin, au nom de la sécurité publique. Vous voulez dire par là qu'une femme voilée ou une femme portant le foulard porte atteinte dans la rue, porte atteinte à la sécurité publique? Je dis qu'elle porte atteinte à la laïcité. Est-ce qu'elle porte atteinte à la sécurité publique? Non, elle porte atteinte à la laïcité. Elle porte atteinte à la coutume, aux mœurs, à la culture française. Parce qu'il y a 30 ou 40 ans, ce phénomène n'existait pas. Voilà. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de plier face à cela. Donc, soit effectivement on considère que c'est un phénomène courant, soit on considère qu'il faut laisser faire, soit on décide de prendre des mesures. Voilà. Et moi je dis que la religion c'est une opinion. La religion est une opinion et qu'on ne peut pas se balader en affirmant, en faisant du prosélytisme pour ces opinions partout dans la rue parce que sinon... Oui, la religion est une opinion. Voilà, la religion est une opinion. Et vous savez, dans l'histoire de France, on peut le regretter. Et Raymond Aron disait que l'histoire est tragique. Mais on a passé notre temps à mettre de côté la religion. Richelieu l'a fait avec les protestants. Napoléon l'a fait avec les juifs. La laïcité l'a fait avec la religion catholique et de manière assez virulente, il faut bien l'admettre. Sauf qu'on a refusé de le faire avec l'islam. Voilà. Moi, je ne crois pas dans l'intégration, je crois dans l'assimilation. Je crois au fait que lorsque vous arrivez dans un pays, vous n'apportez pas... Et comme
comme Napoléon, comme Richelieu avec les protestants, c'est pas compliqué, Jordan Bardella. Il suffit de les exterminer. Permettez-moi de finir ma phrase. Lorsque vous arrivez dans un pays... Vous exterminez les musulmans. Non, je dis qu'il faut demander... Comme ça, on aura réglé le problème de la religion. De l'islam cet effort d'assimilation, cet effort de se séculariser et de se laïciser pour se fondre dans la société française. Je dis que lorsqu'on arrive dans un pays, on n'apporte pas une différence, on apporte une nuance. C'est ce qui a marché avec les politiques d'immigration européenne qui ont été menées dans les années 50-60. Il n'y a pas de problème avec l'immigration polonaise, il n'y a pas eu de problème avec l'immigration italienne, espagnole, parce qu'on leur a demandé, on a été extrêmement exigeants à leur égard, et bien souvent, lorsqu'ils n'avaient pas de travail, lorsque certains posaient problème, ils étaient renvoyés chez eux. C'est pas le même effort qu'on a demandé à des Français qui sont venus d'Afrique, qui sont venus du Maghreb, pour lesquels on a effectivement laissé, qu'on est allé chercher, laissé, mais il faut peut-être compter là. Il faut, parce qu'on avait besoin de main d'œuvre. Oui, d'accord, mais on a eu besoin. D'accord, et les Italiens sont venus, les Espagnols sont venus. Voilà, ils n'ont pas posé problème. Et lorsque certains ont posé problème, ils ont été renvoyés chez eux. Moi, je dis qu'on peut parfaitement être français de confession musulmane et se sentir attaché aux valeurs de la République. De plus en plus difficile. Et se sentir attaché aux valeurs. Non, parce que c'est ce qu'attendent une majorité de Français, Monsieur Bourdin. Il y a une majorité de Français qui attend qu'on légifère sur le voile. Il y a une majorité de Français qui, aujourd'hui, dans ces banlieues, fuient ces quartiers parce qu'ils ne peuvent plus, vous savez, selon cette fameuse expression, vivre ensemble. Ils ne peuvent même plus vivre en paix, et c'est bien pour ça qu'ils fuient ces quartiers. Je vais changer de sujet parce que on peut traiter aussi d'autres sujets. Il n'y a pas que celui-là dans la. Et avec grand plaisir. Dans la vie économique, dans la vie de notre société, et heureusement. Et heureusement. Thierry Breton, à la Commission européenne, proposé par la France. Qu'en pensez-vous? C'est un bon choix ou pas? Voilà, un homme d'expérience, compétent, mais j'ai des réserves. J'ai des réserves et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, il faut quand même rappeler aux gens qui nous écoutent que M. Macron a proposé la candidature de Mme Goulard, dont le Parlement européen a pointé le fait que lorsqu'elle a été députée européenne, elle a perçu des dizaines de milliers d'euros de la part de lobbyistes américains. Il y avait donc un conflit. Pardon, mais c'est très important. Il y avait donc un conflit d'intérêts. Et les mêmes raisons qui l'ont amené à démissionner de son poste de ministre de la Défense, Emmanuel Macron n'a pas jugé bon de mettre en avant ces faits et de la proposer comme ministre, comme candidate au poste de commissaire européen. Aujourd'hui, Emmanuel Macron va proposer au Parlement européen la candidature de Thierry Breton. Thierry Breton a sans doute de l'expérience. Il connaît sans doute très bien les affaires européennes. Maintenant, les mêmes questions qui se sont posées pour Madame Goulard peuvent se poser pour Monsieur Breton. D'abord parce que Monsieur Breton, il a quand même un passif. Monsieur Breton, il a notamment été responsable de la privatisation des autoroutes, puisqu'il a été ministre des Finances sous le gouvernement de M. Villepin. Il a été responsable du licenciement de dizaines de milliers d'emplois chez France Télécom. Et il a sauvé France Télécom. Il a sauvé France Télécom. Monsieur Breton est aujourd'hui l'un des patrons du CAC 40, très influent, qui gère une boîte qui s'appelle Atos, qui est, disons, leader dans le domaine du numérique et des calculateurs. Bon. Il se trouve que cette boîte touche aujourd'hui des dizaines de milliers de subventions de la part de l'Union européenne. Or, dans le portefeuille que va administrer Monsieur Breton, s'il est commissaire européen, il y a le numérique. Qui ne sera plus président d'Atos, évidemment. D'accord. Alors, il en est président exécutif aujourd'hui. Alors, je dis juste qu'il y a un certain nombre de questions à lui poser, que je suis évidemment réservé a priori sur cette candidature, et que nous ferons le job au Parlement européen, comme nous avons fait le job avec Madame Goulard. Et si il se trouve qu'il apporte les éclaircissements nécessaires, alors dont acte. Maintenant, s'il n'apporte pas les éclaircissements nécessaires et qu'il apparaît que pour demain défendre les intérêts de la France, il y a un risque de conflit d'intérêts, alors à ce moment-là, nous nous prononcerons contre sa nomination. Le Brexit. Pas de Brexit le 31 octobre. C'est acquis maintenant. Bon, il faut attendre encore le Parlement britannique, peut-être des élections demandées par Boris Johnson. Les pays de l'Union européenne sont d'accord pour un nouveau report. Report de 3 mois ou un délai plus court? On a du mal à faire respecter la démocratie. On a du mal à faire respecter le vote du peuple britannique. Moi, ça me rappelle un petit peu... on a du mal. Si vous voulez, ce sont les Britanniques. Le Parlement britannique. Ce sont les Britanniques qui ont du mal. C'est le Parlement britannique qui refuse d'exécuter un résultat référendaire. En 2016, le peuple britannique, il a voté pour quitter l'Union européenne. On a ensuite confié cette gestion du Brexit à des gens qui ne souhaitaient pas justement le Brexit, c'est-à-dire Theresa May du côté britannique et Michel Barnier du côté de l'Union européenne. Et aujourd'hui, le Parlement britannique vient nous dire nous ne souhaitons pas de Brexit et nous souhaitons un report. Ça me rappelle un petit peu le Parlement français, qui lorsqu'en 2005, les Français se sont prononcés contre la Constitution européenne, et bien en 2007, le Parlement réuni Assemblée nationale plus
plus Sénat est passé en force et a refusé d'exécuter le résultat du peuple. Donc je dis juste qu'aujourd'hui on est gouverné par des gens qui n'ont que fiche des résultats du peuple et de l'avis du peuple britannique et de l'avis des peuples d'une manière générale. Alors si vous étiez au pouvoir, est-ce que vous proposeriez au peuple français un référendum pour ou contre la sortie de la France de l'Union européenne? Nous proposerions des négociations. Non, un référendum ou pas? Non, vous savez qu'on a évolué sur cette question. Et qu'on souhaite aujourd'hui aller devant les institutions européennes et remettre les traités sur la table. Parce que, donc, pas de référendum. Parce que moi, je ne souhaite pas de référendum. Non, parce que moi, vous n'êtes plus pour la sortie de... Non, mais attendez, qu'on soit très clair. Si l'Union européenne refuse de nous rendre nos leviers essentiels de nos souverainetés, si l'Union européenne refuse de négocier avec nous, alors nous utiliserons probablement le référendum. Mais comme nous utiliserons le référendum sur tous les sujets, et nous souhaitons même, je vais vous dire, instaurer le référendum d'initiative citoyenne. Ça fait 30 ans que le Front National a cette mesure dans son programme. C'est quoi rétablir une forme de souveraineté nationale? Je dis juste qu'aujourd'hui, on doit arrêter de se faire valider le budget par des commissaires européens. Voilà, on doit arrêter de se soumettre à la règle des 3% d'austérité budgétaire qui fait qu'on a dû faire des coupes majeures aujourd'hui dans nos services publics les plus essentiels. La police, les pompiers, les hôpitaux. Mais ça veut dire qu'on est soumis depuis des années à des exigences budgétaires et qu'aujourd'hui, toutes les professions qui sont en première ligne n'en peuvent plus. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, on a une coagulation des colères et que toutes les professions descendent dans la rue. Et ces professions descendent dans la rue parce qu'on les a saignées à l'os, parce qu'on a fait des coupes budgétaires massives dans des secteurs aujourd'hui essentiels. Enfin, pardon, mais oui, en partie, à cause de l'argent qu'on donne à l'Union européenne, à cause des règles auxquelles on se soumet. Et pardon, on est quand même la France, on est quand même la 5e, la 6e puissance mondiale. Et aujourd'hui, de voir que dans la rue descendent des policiers, des pompiers, des blouses blanches, des gilets jaunes, des retraités, ça me fait mal. Et je me dis qu'il est grand temps qu'on change de politique dans notre pays. Et il est grand temps peut-être qu'on arrive au pouvoir pour inflexer d'autres politiques. 2022, si Marine Le Pen est candidate. Elle est candidate. Elle est candidate parce que je crois que c'est nécessaire. Par devoir, par raison, par envie, par raison, par devoir. Et surtout par urgence. Et surtout que les idées qu'on défend depuis des années, aujourd'hui beaucoup de Français nous accordent la vérité sur la question du voile, sur la question des services publics, sur la question de l'immigration, sur la question des protections qui sont nécessaires aujourd'hui en matière économique. On n'a pas eu le temps de parler de l'outre-mer, mais aujourd'hui nos territoires d'outre-mer sont aussi livrés à la concurrence déloyale, à la vie chère. Nous, on a des mesures. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'outre-mer nous a porté en tête aux élections européennes. Et les Français aussi. Jordan Bardella. En métropole. Merci. Il est 8h55. Vous êtes sur Merci beaucoup. Bonne journée. Et BFM TV.